Le XXe siècle, un siècle qui a vu naître des régimes d'un genre totalement nouveau, les totalitarismes. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment leurs idéologies ont pu déclencher le conflit le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité. C'est une plongée, certes difficile, mais absolument essentielle au cœur des ténèbres pour comprendre le monde dans lequel on vit. La question qui va nous guider est simple, mais elle fait froid dans le dos. Comment des idéologies, de simples idées sur le papier, ont-elles pu transformer non seulement la politique, mais la nature même de la guerre, au point de viser l'anéantissement de peuples entiers? C'est vraiment le fil rouge de notre analyse. Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 5 grandes étapes. On partira du chaos de l'après-première guerre mondiale, puis on va disséquer l'idéologie nazie. Ensuite, on verra comment elle a engendré cette guerre d'anéantissement et le génocide, avant d'aborder la question très complexe de comment juger et reconstruire après ça. Allez, on commence par le commencement. Pour bien comprendre l'explosion de 1939, il faut absolument revenir aux ruines encore fumantes de la guerre précédente. Essayons d'imaginer le chaos des années 20 et 30, des sociétés traumatisées par la Grande Guerre, des économies complètement à genoux, une instabilité politique quasi permanente. C'est sur ce terreau de peur, de colère et de ressentiment que des régimes totalitaires vont pouvoir prospérer. On pense bien sûr à celui de Staline en URSS et surtout à celui d'Hitler qui va prendre le pouvoir en Allemagne en 1933. Une fois au pouvoir, le régime nazi ne perd pas une seconde pour imposer sa vision du monde. Regardons d'un peu plus près cette machine idéologique qui est au cœur de son projet, un mélange terrifiant de haine et de contrôle absolu. Le logiciel du nazisme, si on peut l'appeler comme ça, il est clairement exposé par Hitler dans son livre Mein Kampf. C'est une idéologie qui est obsédée par la race, elle est raciste et antisémite. En gros, elle construit une hiérarchie des races, avec tout en haut la prétendue race supérieure aryenne, et tout en bas les juifs, qui sont désignés comme l'ennemi absolu à exclure puis à détruire. Et attention, cette idéologie ne reste pas que des mots dans un livre, loin de là. Très vite, dès 1935, les lois de Nuremberg la transforment en une réalité juridique implacable. Du jour au lendemain, des citoyens allemands de confession juive sont déchus de leurs droits. Ils sont bannis de la société, stigmatisés. C'est vraiment la première étape d'une persécution méthodique, organisée par l'État lui-même. Pour cimenter son pouvoir, le régime déploie un triple arsenal. D'abord la propagande, qui martèle sans cesse le culte du chef, le Führer. Ensuite, l'endoctrinement de la jeunesse, pour formater les esprits de demain. Et enfin, et surtout, la terreur, incarnée par la police secrète, la Gestapo et les SS, qui traquent et éliminent la moindre opposition. Une vision du monde aussi totalitaire ne pouvait que déboucher sur un conflit. Mais attention, pas n'importe quel conflit. Voyons maintenant comment l'idéologie nazie a complètement redéfini les règles de la guerre elle-même. Voilà le concept clé, la guerre d'anéantissement. Il faut oublier les guerres traditionnelles qu'on connaissait, celles pour un territoire ou des ressources. Ici, l'objectif est beaucoup plus radical. Il s'agit littéralement d'effacer l'ennemi de la carte, son système politique, son idéologie et surtout sa population. Ce tableau, il parle de lui-même. Dans une guerre classique, on combat des soldats, des militaires. Ici, la frontière entre militaires et civils, elle vole en éclats. L'ennemi n'est plus vu comme un adversaire à vaincre. Il est déshumanisé, réduit à l'état de sous-homme, de vermine qu'il faut purement et simplement éradiquer. La bataille de Stalingrad est sans doute l'illustration la plus terrifiante de ce concept. Ce n'est plus un combat pour prendre une ville, c'est l'annihilation méthodique de la ville et de ses habitants. Environ 1 million de morts. Un chiffre qui, à lui seul, symbolise la folie meurtrière de ce nouveau type de guerre. Et si on prend du recul, à l'échelle de tout le conflit, le bilan est tout simplement apocalyptique, entre 50 et 60 millions de morts. Mais le chiffre le plus glaçant, le plus révélateur, c'est celui-ci. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la majorité des victimes ne sont pas des soldats, mais des civils. Des civils ciblés, massacrés, de manière intentionnelle. Cette logique d'anéantissement va atteindre son paroxysme avec le crime le plus monstrueux commis par le régime, le génocide planifié et industriel des Juifs d'Europe. Le mot pour nommer l'innommable, c'est génocide. Et il est crucial de bien le comprendre. Ce n'est pas juste un massacre de masse, c'est la volonté froide, calculée, bureaucratique et organisée de faire disparaître un peuple entier de la surface de la Terre. Le processus a été d'une rationalité terrifiante. D'abord l'exclusion, on parque les Juifs dans des ghettos. Puis l'escalade de la violence avec l'invasion de l'URSS en 1941. Ce sont les massacres de masse par fusillade, la Shoah par balle. Et enfin l'horreur absolue à partir de 1942, la solution finale, c'est-à-dire l'industrialisation du meurtre dans les camps d'extermination. Cette chronologie le prouve, rien, absolument rien n'a été laissé au hasard. Ce n'était pas un déchaînement de violence soudain et imprévu, mais bien une politique d'État planifiée sur des années qui a mené inexorablement de l'exclusion à l'extermination de masse.
Au final, ce sont entre 5 et 6 millions de Juifs qui seront assassinés durant la Shoah. Ça représente les 2/3 des Juifs d'Europe. C'est un véritable abîme dans l'histoire humaine. Ce qui nous amène à notre dernière question. Après un tel cataclysme, comment se relever? Comment est-ce qu'on peut juger l'injustifiable et reconstruire un monde sur des ruines? La première réponse, elle est politique. C'est un espoir en tout cas. La création des Nations Unies, l'ONU, en 1945. L'idée, c'est la promesse du plus jamais ça. On veut fonder les relations entre les pays, non plus sur la force brute, mais sur le dialogue, la paix et le respect des droits humains. La seconde réponse est judiciaire. Le procès de Nuremberg, c'est une véritable révolution juridique. Pour la toute première fois, on essaie de juger les responsables politiques de ces crimes. Et pour y arriver, on va devoir inventer des concepts légaux à la mesure de l'horreur. C'est la naissance des notions de crime contre la paix et surtout de crime contre l'humanité. Pourtant, ce procès historique n'échappe pas à la critique. Beaucoup y voient ce qu'on a appelé une justice des vainqueurs. Et une question dérangeante demeure, pourquoi les crimes commis par le camp des Alliés, comme les bombardements de Dresde ou d'Hiroshima, n'ont-ils jamais été jugés ? La justice peut-elle vraiment être impartiale au sortir d'une guerre totale ? C'est une vraie question. On termine donc avec cette interrogation qui nous hante encore aujourd'hui. Peut-on vraiment juger l'histoire ? Est-ce que la justice, même imparfaite, suffit à guérir des blessures aussi profondes ? C'est une question qui continue de résonner très fort dans notre présent et qui nous rappelle que la mémoire, c'est un combat permanent.